J'ouvre le second débat de ce Sens Public. Vous le savez, on choisit régulièrement de ne pas coller à l'actualité du jour. Aujourd'hui, c'est un portrait d'Elon Musk que je vous propose. Le patron de Tesla, SpaceX, Twitter, devenu X, pèse de plus en plus sur la scène internationale, économique, mais aussi géopolitique. Peut-il influencer le cours de la guerre en Ukraine avec ses satellites? Roule-t-il pour Donald Trump? Sa conception de la liberté d'expression est-elle dangereuse pour nos démocraties? Beaucoup de questions dont on parlera, beaucoup de thèmes dont on parlera dans quelques minutes. Mais d'abord, l'histoire d'un gamin de Pretoria devenu l'homme le plus riche de la planète avec Cécile Sixou. 3, 2, 1, engine full power. Une entreprise privée qui envoie des fusées dans l'espace, c'est le pari fou d'Elon Musk quand il a créé sa société SpaceX en 2002. Et ce rêve de conquête spatiale ne s'arrête pas là. L'objectif de SpaceX, c'est un grand objectif. Nous voulons essayer de rendre la vie multiplanétaire, d'étendre la vie au-delà de la Terre. Et je pense que c'est important pour un certain nombre de raisons. Aller sur Mars pour la repeupler, mais surtout des centaines de satellites envoyés en orbite par ces fusées. Elon Musk est un patron sans limite qui, à force d'ambition, est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète, avec une fortune estimée à 235 milliards d'euros. Sud-africain d'origine, il mise sur la vague Internet fin des années 90 avec un premier business de logiciels et une banque en ligne devenue PayPal. Revendu à prix d'or, ces millions, il les réinvestit en pariant sur le futur avec SpaceX, mais aussi Tesla, devenue championne de la voiture électrique. Et plus récemment, Twitter, renommé X, qu'il voudrait rendre payant. J'avais l'impression que Twitter évoluait de plus en plus dans une direction négative. Et mon espoir, mon aspiration, était de changer cela et d'en faire une force pour la civilisation. Une personnalité capable de tout, comme lors de ce show télévisé où il fume du cannabis en direct. Chacun de ses gestes et paroles a des conséquences, notamment sur les places boursières, comme lorsqu'il annonce la fin du paiement des Tesla par Bitcoin. Derrière le visionnaire et l'entrepreneur talentueux se cache une face sombre révélée par la biographie de Walter Isaacson, parue le mois dernier. Elle dépeint un homme colérique et brutal, autant dans sa vie personnelle que professionnelle, aux méthodes de travail tyranniques et capables de licenciements violents. Bah tiens, on va commencer sur ce thème, la personnalité d'Elon Musk, avec mes invités. Olivier Lascar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir, La Recherche, auteur d'un livre sur Elon Musk, enquête sur l'homme qui défie la science, chez Alizio. Et puis votre dernier livre paru, toujours chez Alizio, Abyss, l'ultime frontière. Amaël Guiton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des enjeux numériques. Florent Parmentier, bonsoir. Et bienvenue, secrétaire général du CEVIPOF, Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Et évidemment, Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Effectivement, ce portrait d'Elon Musk, là, Olivier Lascar, donc le livre dont parlait Cécile, il paraît en France cette semaine. Hein. Il est paru, je crois, ce mercredi. Visionnaire, ça d'accord, mais visionnaire brutal, très sombre, rongé par le doute, par la colère. Pour vous, c'est un portrait, vous qui avez vraiment enquêté sur lui, est-ce que c'est un portrait un peu forcé, juste? Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est un portrait qui est en résonance avec tout ce qu'on a pu découvrir d'Elon Musk avec le rachat de Twitter. Parce que Elon Musk, il est dans le paysage depuis fort longtemps, mais pour ceux qui s'intéressent à l'actualité du numérique, à l'actualité industrielle, au spatial, aux voitures, etc. Mais avec le rachat de Twitter, il est devenu autre chose, Elon Musk. Il s'est placé au centre de l'agora mondiale. Et effectivement, on a pu voir avec le rachat de Twitter devenu X comment il était capable de liquider les équipes. On l'a vu avec les spécialistes de la modération qui ont quasiment disparu, ça fait des milliers de personnes en moins dans Twitter. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement cassant. C'est un des paradoxes du personnage qui, à longueur de temps, va expliquer que sa mission, c'est de sauver l'humanité. Il n'a pas calculé que l'humanité était composée d'humains, quoi. Ça commence avec ceux avec qui on travaille au quotidien, évidemment. Amaël Guiton, c'est aussi, on l'a dit dans le sujet, mais il faut le rappeler, un génie du business. C'est-à-dire, il a souvent eu un coup d'avance sur ses concurrents? Oui, c'est effectivement depuis qu'il a racheté Twitter et depuis qu'il s'exprime beaucoup publiquement, on en a effectivement
une vision, on va dire, très, très critique et qui, à mon sens, est parfaitement justifiée. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'avant ça, il est l'un des fondateurs de l'ancêtre de PayPal. Avant ça, il y a effectivement... C'est le début de sa fortune. Oui, avant ça, il y a son investissement dans Tesla. Avant ça, il y a surtout SpaceX, on y reviendra, mais SpaceX qui est objectivement une vraie réussite et ce qui d'ailleurs le met aussi au centre du jeu, notamment géopolitique avec lui aujourd'hui. Et donc, effectivement, il a provoqué, je pense, assez longtemps une forme de fascination et d'admiration, notamment dans les sphères tech, dans les sphères un peu geek, qui aujourd'hui a tendance effectivement à se désagréger au vu d'un certain nombre de prises de position et de la manière, pour le coup, je trouve assez erratique et difficilement compréhensible au demeurant, dont il gère Twitter. Oui, on y reviendra évidemment longuement dans ce débat sur ce chapitre Twitter. Florent Parmentier, on est en train de dire que c'est quelqu'un qui casse les codes des différents secteurs d'activité dans lesquels il a débarqué, l'automobile, l'espace, etc. D'ailleurs, on va parler de géopolitique, c'est aussi le cas quand il propose un accord de paix sur l'Ukraine. On se dit d'où ça sort, quoi, de la part d'un Elon Musk. Effectivement. Pour mémoire, le 3 octobre 2022, il avait fait une proposition qui consistait à dire que les modalités de la guerre en Ukraine allaient dans de telles directions qu'il fallait prendre un certain nombre de prises de position. Enfin, il fallait faire un certain nombre de prises de position pour dire en substance qu'il fallait laisser de côté la Crimée, regarder différemment les territoires perdus. Donc il était totalement à contre-courant, à la fois ce qui allait se passer à l'automne, puisque la contre-offensive ukrainienne de l'époque a admirablement bien marché et avait permis de libérer d'énormes quantités de territoires. Et il était de ce point de vue-là un petit peu dans une position intéressante, c'est-à-dire l'homme d'affaires, l'ingénieur qui pense qu'à tout problème, on peut trouver une solution. C'est cette espèce d'hybris de l'ingénieur. C'était une autre grille de lecture. En se disant, je rejoins ce qui a été dit juste auparavant, c'est-à-dire oublier parfois que pour réformer la planète, il faut s'appuyer sur des hommes, mais en l'occurrence, effectivement, il a aussi a été contraint de froisser un certain nombre de personnes par rapport à ce plan de paix, alors que quelques mois plus tôt, on a vanté ses mérites dès lors qu'il était à même avec Starlink de permettre quelque chose d'important qui est la connectivité de l'ensemble des forces armées ukrainiennes. On sait que dans une guerre moderne, la dimension cyber est importante, ne serait-ce qu'en termes de coordination des différentes armées. Donc il a été à la fois un héros et un scélérat successivement pour le peuple ukrainien. Et alors Starlink, on y vient, c'est cette constellation de satellites, l'une des forces effectivement d'Elon Musk, et ce qui explique son poids géopolitique aujourd'hui, et c'est d'autant plus dans l'actualité que ce livre dont on parle, cette biographie, a révélé, donc ça sort cette semaine en France, c'était il y a un mois aux États-Unis, qu'il aurait bloqué une offensive majeure de l'armée ukrainienne en coupant l'accès à son réseau de satellites. Peut-être un mot d'explication, un peu de pédagogie, Olivier Lascar. C'est quoi Starlink? C'est quoi cette constellation de satellites? Alors Starlink, c'est vraiment un enfant de SpaceX d'abord. Oui. Avec SpaceX, il s'est donné le moyen d'envoyer notamment des satellites dans l'espace. Et en envoyant des satellites dans l'espace, il s'est donné les moyens de constituer cette méga constellation, c'est-à-dire un maillage de l'espace, constitué par des milliers de satellites qui dialoguent les uns avec les autres en quelque sorte. Et plus ce maillage est étroit, plus il permet d'arroser l'entièreté du globe avec un Internet tombé du ciel, en quelque sorte. Aujourd'hui, 98% du web vient de la Terre et même de sous l'eau, des câbles sous-marins. Il n'y a que 2% qui vient de l'espace. Mais ces 2% peuvent être déterminants dans des situations conflictuelles, dans des situations comme en Ukraine. C'est ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que les réseaux terrestres étaient plus efficients d'une certaine façon. Étaient hors service. Voilà. Et donc, en donnant accès, parce qu'au début de l'histoire, ce sont les Ukrainiens qui lui demandent d'ouvrir le service Starlink à leur armée. Ça veut dire concrètement envoyer des petits terminaux extrêmement mobiles qu'on peut poser sur le toit d'une camionnette ou qu'on pose sur le terrain des opérations. Ça permet d'accrocher les ondes qui tombent du ciel et ça permet d'en renvoyer et de commander par exemple des drones qui sont devenus... C'est la guerre des drones, l'Ukraine. Ces activités industrielles ne sont pas contrôlables. Pour le grand public, ça semble quand même incroyable. Mais c'est la question qui se pose, parce qu'aujourd'hui, on voit un individu, un patron, quelqu'un qui n'a été élu par personne, qui est capable d'influer, de modifier le sort d'une guerre. De facto, c'est ce qui se passe. Il le fait avec la participation peut-être de l'acteur public. Les États-Unis, en l'occurrence,
ont acheté eux aussi des terminaux Starlink, puisque tout ça n'est pas magique. Il faut quand même des petites antennes qui vont être disposées sur le sol. Donc les États-Unis ont joué le jeu, ont payé des terminaux, mais quand même, la prestation technique et le savoir-faire technique vient de SpaceX et de Musk. Et alors donc, on remonte le fil. Début du conflit, début de la guerre en Ukraine, invasion russe. Effectivement, il y a le fait que Elon Musk accepte d'ouvrir le réseau Starlink aux forces ukrainiennes. Et puis donc, il y a ce fait, j'y reviens, révélé dans le livre. Donc, il est accusé d'avoir bloqué une offensive qui visait la flotte. Donc les bateaux russes. Alors voilà ce que Elon Musk a tweeté après avoir appris qu'il y avait cette accusation. Il dit « Je refusais d'être complice d'un acte de guerre majeur. Les autorités gouvernementales ont demandé d'urgence d'activer Starlink jusqu'à Sébastopol. » Là, il parle du gouvernement ukrainien, évidemment. L'intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage. Si j'avais accepté, SpaceX aurait été explicitement complice d'un acte de guerre majeur et d'une escalade du conflit. Ahmed Guiton, Elon Musk peut-il prendre cette décision sans en avoir référé aux autorités américaines, notamment au Pentagone? Alors en fait, c'est là que c'est intéressant parce que dans le livre de Walter Isaacson, Isaacson écrit que Musk a pris la décision de couper l'accès à Starlink pour éviter que cette attaque se produise. Ce que lui dit, et d'ailleurs Isaacson est revenu, plus ou moins, c'est qu'en fait, il a juste refusé d'activer Starlink, alors qu'effectivement il y avait cette offensive donc de drones maritimes. Le sujet est pas, et le sujet est tout sauf anodin. C'est-à-dire que dans la biographie aussi, Walter Isaacson dit, en fait, Musk se pose la question du rôle de son entreprise dans ce conflit, et c'est une question qui n'est pas illégitime. En fait, tout ce que ça révèle, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la place de Starlink, concrètement, dans l'espace physique, est si prépondérante qu'effectivement, il ne peut plus rester en dehors d'un conflit. Alors, il semblerait quand même que ça ait un peu impacté, effectivement, du côté du Pentagone, qui, depuis, a passé des accords, dont le contenu n'est pas public, mais a passé des accords avec Musk. Parce qu'un patron d'une énorme entreprise dise je n'ai pas forcément, moi, à être partie prenante d'un conflit entre États, c'est pas un point de vue illégitime. En fait, la question, c'est à un moment donné, qui a les clés, qui décide, puisque tout ça, effectivement, c'est pas une décision qu'il peut prendre de lui-même, effectivement, sans... Alors, est-ce qu'il y a eu une discussion avec le Pentagone à ce moment-là? Ça semble pas très clair, et effectivement, à lire ces déclarations, on aurait plutôt l'impression que non. Il y en a certainement eu après, c'est assez évident. Florent Parmentier, est-ce qu'il continue d'aider l'Ukraine d'une certaine façon? Puisque là, on est en train de se poser la question, est-ce qu'il a choisi un camp plutôt qu'un autre? Si on regarde les choses, on observe qu'il n'a pas influencer le cours de la guerre à tel point que les Ukrainiens seraient plus en mesure d'aller taper la Crimée. On observe aujourd'hui qu'ils en sont capables. La question est peut-être qu'il a ralenti le processus. Pour autant, est-ce que si ce processus avait eu lieu plus tôt, on fait du contrefactuel, le sort de la contre-offensive aurait été fondamentalement différent? Je pense que la réponse est plutôt non. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas exagérer ce point. En revanche, ce qui est important d'observer, c'est la fatigue de l'opinion publique. Fatigue de l'opinion publique par rapport au conflit. Et des alliés occidentaux. Des alliés occidentaux. On verra dimanche les élections en Slovaquie. Dans 2 semaines, nous aurons les élections en Pologne qui devraient confirmer un peu ce point. Et c'est peut-être de ce point de vue-là qu'une parole comme Elon Musk a une capacité d'influence supérieure, effectivement, à un certain nombre de points. Et d'une manière générale, on peut dire que sa voix porte plus qu'un certain nombre de chefs d'État. Quand lui-même, c'est l'accusation qui est contre lui, laisse revenir des trolls russes sur Twitter, alors l'accusation est de dire qu'il contribue en quelque sorte à ce que, on finisse par se dire que la cause ukrainienne fait peut-être plus de tort qu'autre chose. L'acteur géopolitique, on va le démontrer en images. Tiens, il y a 10 jours, il rencontrait le président turc. On va voir ces images. Le patron de Tesla qui est venu d'ailleurs avec son fils, et on voit Recep Tayyip Erdogan qui offre un ballon de football au petit garçon. Autre rencontre, alors là on est au mois de mai dernier, mi-mai, avec Emmanuel Macron, voilà l'image, le président de la République qui reçoit, vous vous en souvenez, ce jour-là c'était plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères pour Choose France, 6e édition. Il accorde un entretien bilatéral à Elon Musk, quand même, comme à un chef d'État étranger. Autre exemple avec Narendra Modi, le Premier ministre indien. Là, on est à New York, on est le 21 juin. Et juste après le rendez-vous, écoutez, Elon Musk, il parle de quoi? Il parle de business.
J'apprécie beaucoup Modi. Il a visité notre usine de Fremont il y a plusieurs années. Nous nous connaissons depuis un certain temps. L'Inde compte vraiment pour Modi. Il nous pousse à faire des investissements importants dans son pays, ce que nous avons l'intention de faire. Nous essayons simplement de trouver le bon moment. Voilà, j'aurais pu en rajouter beaucoup, hein, des visites. Il y a 3 jours de visite en Chine où il est traité comme un ministre. Il voit tout le monde. Alors, il ne voit pas Xi Jinping, mais il voit tout le monde sinon. Donc, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que, Olivier Lascar, les politiques qui rencontrent Musk, et je rebondis sur ce sonore là qu'on vient d'entendre, ils voient d'abord l'investisseur qui peut installer une usine, créer des emplois. Enfin, voilà, ils voient cette manne économique avant tout. Je pense, s'agissant de la France, c'était patent. Hein, quand Macron l'a reçu, c'était dans l'espoir de décrocher de la part de Musk l'annonce de l'installation d'une usine Tesla en France, ce qui n'est pas arrivé. Et là, manifestement, c'était la même teneur de discussion avec le Premier ministre indien. En tout cas, c'est ce que nous dit Elon Musk. Donc l'impression qu'on a quand on le voit rencontrer tous ces chefs d'État, c'est qu'il les tient un petit peu par la barbichette, quoi, à chaque fois. Hein, et effectivement, sur des considérations d'ordre économique. S'agissant de la Russie, il faut aussi bien voir que, parce qu'on dit, est-ce que Musk avait pris fait et cause pour l'Ukraine, est-ce qu'il était contre la Russie? Musk ne peut pas aller trop loin dans son opposition à la Russie. D'une part parce que la Chine est pro-russe et Musk a un besoin de la Chine absolu parce que c'est le marché numéro 1 de Tesla. Et d'autre part, le seul endroit au monde aujourd'hui où il existe encore une collaboration entre les Américains et les Russes, c'est la Station spatiale internationale. Bien sûr. C'est l'espace. Et SpaceX est devenu le seul taxi américain pour l'espace. Et il envoie encore des équipages qui sont constitués en partie par des Américains et des Russes. Il y en a un qui est revenu sur Terre il y a 3 jours. Donc il discute avec les Russes. Il discute forcément avec les Russes. Il faut rajouter à ça que d'un point de vue de sa formation intellectuelle, Musk, il est très sensibilisé à la culture de la technologie russe. Cette obsession qu'il a à partir dans l'espace, à faire installer l'espèce humaine dans l'espace, ça vient du père de l'aérospatiale russe qui s'appelait Tsiolkovsky. J'ai peur d'écorcher son nom, mais c'est l'auteur de cette phrase célèbre qui disait que la Terre est le berceau de l'humanité et personne ne reste toute sa vie dans son berceau. Il faut essaimer partout. Et la première fois qu'il a voulu se lancer dans SpaceX, son premier réflexe a été d'aller dans l'ancienne Union soviétique pour essayer d'acheter des missiles démilitarisés qui auraient pu devenir ses premières fusées. Ça n'a pas marché, il les a construits lui-même. Et donc, il y a une grande porosité entre Musk et la Russie depuis le début. Oui. Très intéressant. On y reviendra un peu plus tard. On parlera des liens entre Musk et la Russie, des liens entre Musk et Donald Trump. Mais là, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur Twitter, chapitre Twitter. Écoutez, tiens, d'abord Elon Musk, ce qu'il dit des questions de liberté d'expression, c'était à Paris, justement, une séance de questions-réponses devant 3600 fans de tech. Écoutons Elon Musk. Nous voulons permettre aux gens de s'exprimer sur Twitter et vraiment la liberté d'expression est importante et n'est pertinente que si les gens sont autorisés à dire des choses que vous n'aimez pas. Sinon, ce n'est pas de la liberté d'expression. Je considère que si quelqu'un dit quelque chose de potentiellement offensant, c'est en fait acceptable. Nous n'allons pas promouvoir ces tweets offensants, mais je pense que les gens devraient pouvoir dire des choses. L'alternative, ce serait la censure. Et franchement, je pense que si vous vous engagez dans la voie de la censure, ce n'est qu'une question de temps avant que la censure ne se retourne contre vous. Rebonsoir Tam Tranui, Elon Musk qui a acquis Twitter, on est en octobre 2022, le moins qu'on puisse dire qu'il ne s'est pas contenté de changer les plantes et d'installer des ficus, le réseau social a bien changé. Et oui, comme effectivement l'indique son nouveau nom, adopté au mois de juillet dernier en passant de l'oiseau bleu à X, la lettre fétiche d'Elon Musk omniprésente dans toutes ses entreprises. Le réseau, eh bien, il a subi du coup des changements brutaux, marque du nouveau propriétaire qui a acheté le réseau pas moins de 44 milliards de dollars. Il a d'abord mis au régime sec avec le licenciement de 80% des salariés, passé d'un peu moins de 8000 à 1500 personnes. Et puis la diminution drastique de la modération avec la suppression de milliers de contrats de prestataires. L'Arcom estime qu'aujourd'hui, il y a seulement 149 personnes qui sont chargées de cette tâche en Europe. Une goutte d'eau, donc. Tout cela parce qu'Elon Musk a une conception très large, on l'a entendu, de la liberté d'expression. Son premier tweet au moment du
rachat, c'était d'ailleurs The Bird is freed, l'oiseau est libéré. Et l'une des premières décisions a été de rétablir les comptes qui avaient été bannis, notamment celui de Donald Trump, après un simple sondage qui avait été fait sur le propre compte d'Elon Musk. Derrière cela, l'absolutisme libertarien d'Elon Musk, mais aussi des raisons économiques. Oui, et d'ailleurs, Elon Musk a commencé à rendre le réseau payant. Expliquez-nous. C'est un autre axe fort de sa stratégie. La première étape, c'était au mois de décembre 2022, lorsqu'il faut désormais payer $8 par mois pour avoir droit à, on la voit, la fameuse pastille bleue, synonyme de compte certifié, alors qu'auparavant, eh bien, la pastille identifiait les comptes de personnalités publiques. Désormais, la pastille payante permet de voir moins de pubs, permet de publier des tweets, des vidéos plus longues. Ça permet aussi d'avoir, pour les comptes les plus actifs, une rémunération. Par exemple, le compte Alerte Info en France avait reçu, il l'avait publié sur son compte Twitter, 6 850 € au mois d'août. Et chaque semaine, quasiment, on découvre des nouvelles fonctionnalités qui sont devenues payantes alors qu'auparavant, elles étaient gratuites. Objectif, passer d'un modèle assis sur la publicité à une économie de l'abonnement. Elon Musk peut-il aller encore plus loin? Ce n'est qu'une piste pour l'instant, mais le milliardaire réfléchit effectivement à rendre l'intégralité du réseau payant. Écoutez. Je dis que la raison principale pour laquelle nous évoluons vers un petit paiement mensuel pour l'utilisation du système X est que c'est le seul moyen auquel je puisse penser pour combattre de vastes armées de robots. Alors on va expliquer ce que veut dire Elon Musk. Les robots dont il parle, ce sont les comptes générés par des programmes informatiques qui sont là pour amplifier certains messages. Souvent, ce sont des messages politiques ou des messages de haine. Et donc, ce que dit Elon Musk, c'est qu'un robot, aujourd'hui, ne coûte quasiment rien. En revanche, s'il faut payer pour un abonnement, eh bien, ça reviendra beaucoup plus cher. Ça serait donc un moyen de lutter contre ces robots et contre la haine en ligne. Notez qu'il a dit cela au moment où le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, était en visite dans la Silicon Valley et l'interrogeait alors sur l'antisémitisme sur le réseau. Une question qui est aussi intervenue alors qu'Elon Musk est accusé d'encourager l'antisémitisme sur Twitter X et que certains journalistes américains ont même qualifié le réseau de faux sceptique. Merci beaucoup Tam Tranu pour toutes ces explications. Je me tourne vers vous, je vais vous poser à peu près la même question. Je commence avec vous, Amael Guiton. Ce nouveau Twitter, qui s'appelle X donc maintenant, est-ce que c'est encore plus un danger pour nos démocraties d'après ? À cause de cette modération de plus en plus faiblarde. Alors, je ne sais pas exactement comment répondre à la question, au sens où, de la manière dont il évolue, oui. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un moment où ça ne va plus fonctionner et peut-être s'effondrer de soi-même, ce qui serait une manière de régler le problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a chez Musk, qui est un libertarien pur fruit, cette idée qui est assez, y compris assez inspirée des théories de la cybernétique, qui devrait y avoir une espèce d'ordre naturel de l'information, que les interactions entre les utilisateurs, finalement, créer quelque chose de forcément vertueux, d'où effectivement cette insistance sur la liberté d'expression. Le fait est que ça se passe évidemment pas du tout comme ça. Et il y a une ironie assez cruelle. Elle entend dire qu'il va lutter contre les bots, alors même que tous les gens qui travaillent aujourd'hui sur ce qui se passe sur Twitter X voient ressurgir de manière bien plus forte qu'avant les manipulations de l'information, y compris venant d'acteurs qu'on peut rattacher à des États. Donc ça ne fonctionne pas. Mais ça a aussi des conséquences au sens où il y a de plus en plus de gens qui quittent Twitter, il y a de plus en plus de gens qui s'y expriment de moins en moins. C'est assez difficile, très honnêtement, de voir où ça va. Ce qui est assez étonnant, c'est que manifestement, il y a quelque chose de très idéologique derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que c'est une entreprise qui se porte mal au plan économique et pourtant, ça ne conduit pas à une réorientation. Et puis, alors, il y a aussi cet autre aspect des choses, et notamment, vous le disiez à l'instant, sur le fait d'avoir véritablement mis à nu les équipes de modération, c'est qu'il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas si ça relève de l'auto-aveuglement sur le fait qu'il y a évidemment besoin de modération sur ce type de réseau. Oui, mais Olivier Lasserre, c'est peut-être pire aujourd'hui sur Twitter, mais... cette question de la modération, elle se pose sur à peu près tous les réseaux sociaux, tous les médias sociaux aujourd'hui. On peut même dire que le modèle économique de ces réseaux sociaux repose sur la modération la plus faible possible. Oui, non ?
J'irai pas jusque-là et je n'irai pas non plus jusque ce que vous dites, c'est-à-dire les mettre tous dans le même sac. Oui. Effectivement, Twitter sous l'ère Musk, c'est un extrême de l'abolition des limites. Oui. Sous des arguments qui sont fallacieux. Musk qui se campe en champion de la liberté d'expression, alors qu'il est le seul à parler chez Tesla, chez SpaceX, chez Neuralink. Et qu'on l'a vu, hein, le premier à l'intérieur de ces sociétés qui dit une parole divergente, il est liquidé. Les bots, ça coûte peut-être pas cher à l'unité, ça coûtera sans doute plus cher quand il y aura une armée de bots. Mais effectivement, comme ça a été dit, si c'est un acteur, si c'est la Russie qui paye les bots, elle n'aura pas de problème. Elle n'aura pas de problème à faire le chèque. Oui. Le calcul de Musk tel qu'il le présente aujourd'hui. C'est un modèle économique totalement cynique qu'il est en train d'inventer en disant je sais très bien que ceux qui utilisent aujourd'hui X, puisque ça s'appelle X maintenant pour manipuler l'information, continueront de le faire, même si ça leur coûte beaucoup plus cher. Oui, moi j'ai l'impression que l'erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, c'est de se concentrer sur la question de Twitter en ne voyant que Twitter. Oui. Il ne s'agit pas de regarder Twitter parmi les autres réseaux sociaux, il s'agit de regarder Twitter par rapport aux autres activités de Musk. D'accord. L'obsession de Musk, c'est pas de devenir le nouveau Zuckerberg. L'obsession de Musk, c'est de faire que, c'est pas non plus de devenir le nouveau Trump, c'est-à-dire de s'installer à la Maison Blanche ou d'être le nouveau Schwarzenegger et être gouverneur. On a titré nouveau maître du monde avec un gros point d'interrogation évidemment. Mais s'il devient maître du monde, s'il devenait maître du monde, c'est par le truchement de la réussite de ses entreprises. Oui. Son obsession, c'est le spatial. La réussite du fait qu'on puisse demain aller sur Mars. Alors ça, j'ai prévu le tout dernier chapitre d'y revenir, donc je vous redonnerai la parole là-dessus. Mais ça forme un tout. C'est-à-dire que Twitter, c'est le levier, c'est-à-dire dans le temps, les grands de l'industrie s'achetaient de la presse, des magazines, etc., Citizen Kane et compagnie. Aujourd'hui, on est passé dans le numérique et avec Twitter, il a un levier formidable pour faire la promotion de ses activités industrielles. Quand il y a un lancement de SpaceX, il suffit d'aller voir sur Twitter, toutes les trending topics sont accrochés aux mots-clés qui sont liés à ces activités. Donc, sans doute qu'il ne gagnera jamais beaucoup d'argent avec Twitter. La question est de savoir jusqu'à quel point il peut en perdre. Mais si ça lui permet de demeurer le numéro 1 dans le privé spatial ou dans la voiture électrique, le jeu en vaut la chandelle de son point de vue. Que ça lui ouvre aussi encore plus quelques portes de chefs d'État ou de gouvernement quand on voyait tous ceux qui le reçoivent. Laetitia, ce pouvoir d'Elon Musk, il réside selon vous justement dans cette maîtrise d'une forme de propagande mondiale grâce à X, grâce à Twitter. Alors moi je ne dirais pas une forme, je dirais carrément un outil de propagande. Et je crois effectivement que l'aspect économique de X n'est pas du tout l'enjeu là pour Elon Musk. L'enjeu, c'est de maîtriser un outil surpuissant, Thomas, de propagande mondiale. On n'est pas uniquement dans les démocraties occidentales, uniquement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il peut agir sur les équilibres géopolitiques, ça il l'a bien compris. Et c'est X, donc Twitter, est vraiment cet outil qui peut changer les équilibres. Pour cela, je vous propose, un conseil lecture, le dernier ouvrage d'un chercheur enseignant à Sciences Po, David Colomb, qui écrit là aux éditions Talendier, ça vient de paraître, La guerre de l'information, et lui parle notamment d'Elon Musk comme un des acteurs principaux de cette guerre d'information. Et dans ce livre, il explique, selon lui, pour qui roule Elon Musk. Parce que c'est pas rien la question, vous avez raison, il n'a pas d'ambition politique. Ce n'est pas un homme politique, c'est un entrepreneur, mais il sert des intérêts politiques. Selon David Colomb, c'est sa thèse, il roule pour Donald Trump et pour la Russie. Donc vous voyez bien que Elon Musk, dans ce cas-là, est dangereux. Alors on va en débattre évidemment sur ce plateau parce que ce réseau social X, ex-Twitter, est incontournable en politique, c'est pour ça ? Depuis Donald Trump, c'est devenu essentiel, fondamental pour tout ce qui est communication politique intérieure, c'est-à-dire chef d'État à son peuple, dictateur à son peuple, mais aussi pour... Finalement, la diplomatie mondiale, c'est devenu un vecteur fondamental. Et puis, on voit bien qu'aucun chef d'État n'y échappe, ni aucun journaliste. Ça a beau être payant, peut-être. Dans quelques temps, on verra si les journalistes s'en vont. Moi, j'en suis parti il y a un petit moment, depuis que Musk a pris la tête. Mais pourquoi c'est intéressant ? Je suis parti, bref. Pourquoi c'est intéressant de voir qu'il y a à la fois les chefs d'État et les journalistes ? Parce qu'on comprend bien que c'est un outil de fabrique de l'opinion publique. Et c'est ça aussi le risque et le danger majeur de X. Parce que quand on fabrique les opinions publiques ici,
elles échappent à tout ce qui est formation classique politique que l'on connaît et donc sont par définition incontrôlables. Oui, et amis de la presse ou des médias traditionnels. C'est un peu le rêve de tout politique d'ailleurs. Exactement. Et alors pour cela, je vous renvoie à un autre ouvrage. C'est un peu un chronique livre. C'est pour moi vraiment l'essai culte qu'il faut absolument lire pour comprendre tous les enjeux aujourd'hui de la cyber-guerre d'information, la cyber-guerre que l'on est en train de vivre. Les ingénieurs du chaos de Giuliano da Empoli raconte tout. Il raconte comment le mouvement 5 étoiles, premier régime populiste en Italie, s'est installé au pouvoir et comment, Thomas, en utilisant les nouvelles technologies, d'abord le blog de Beppe Grillo, c'était un blog à la base, et puis les réseaux sociaux. On est dans les années 2010. 2010. Blog, c'est un mot des années 2010. Mais cette stratégie de montée en puissance et de prise de pouvoir a été pensée par, tiens, comme par hasard, un entrepreneur privé à l'époque. Oui. Qui a choisi Beppe Grillo pour incarner ce nouveau pouvoir et qui s'est ensuite appuyé sur tout ce qui était nouvelle technologie. Ça a marché en Italie, vous le disiez, dans les années 2010. Donc on comprend pourquoi X et Elon Musk, s'ils décident de servir un régime politique, sont, à mon avis, des enjeux majeurs, là, aujourd'hui, de la guerre d'information. Votre avis là-dessus? On est toujours au cœur de ce chapitre sur l'impact finalement de la stratégie d'Elon Musk sur le fonctionnement de nos démocraties via l'utilisation notamment de X. Florent Parmentier, est-ce que pour vous, Musk roule pour Trump? C'est une question très basique qui demande peut-être une réponse complexe, mais est-ce qu'elle est légitime déjà, cette question? Oui, elle est tout à fait légitime. Je pense que si on regarde les choses et si on les remet en perspective, premier élément, Twitter contribue à une forme de polarisation de la vie politique. Oui. On sait aujourd'hui que la vie politique américaine est beaucoup plus polarisée, c'est-à-dire qu'en gros, on arrive à un moment où un électeur démocrate ne prend pas la même marque de bière qu'un électeur républicain. Les deux sont vraiment séparés, c'est pas les mêmes réseaux, etc. Ouais. Quand donc, il y a des phénomènes avec des amis qui vivent aux États-Unis, même au sein des familles, avant on pouvait quand même dialoguer entre républicains et démocrates, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué, précisément pour ça. Comment ça marche? Eh bien, typiquement, Donald Trump pouvait faire une déclaration sur Fox News, mais ce qui marchait encore plus, c'est la manière dont le compte Twitter reprenait certains extraits bien précis, de manière à propager un certain nombre d'idées et à provoquer du clash, c'est-à-dire de la polarisation, d'obliger à faire des clivages de manière à avoir... Ça, c'est le premier élément de polarisation. Un deuxième élément sur lequel X, Twitter est intéressant, c'est la contribution, en quelque sorte, en l'érosion de la confiance institutionnelle. La confiance dans les institutions, dans les démocraties, sont sur le recul. Depuis, pour comparer le cas de la France, on a le baromètre de la confiance politique au CEPOF qui étudie chaque année ce rapport. Évidemment, là, pas faire de lien causal entre seulement Twitter, mais c'est un facteur d'environnement aggravant qui amène à remettre en cause la parole publique et à mettre en fait un pied d'égalité entre un expert qui aura travaillé 20 ans sur un sujet et une personne qui a une opinion. En gros, contribuer à la confusion entre l'analyse et l'opinion. On voit ça notamment pour toutes celles et ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique et qui se font régulièrement attaquer sur les réseaux sociaux. X, Twitter en tête dès qu'ils nous donnent simplement ce que des décennies de science leur permettent d'affirmer. Bref. Voilà, ce sont d'autres milliardaires, les frères Koch, qui eux contribuent à ce débat-là. Chaque milliardaire, en quelque sorte, a sa cause. De ce point de vue-là, Elon Musk n'est pas nécessairement original. Le troisième élément, peut-être, c'est qu'il y a malgré tout un élément de ce qu'on a appelé la fonction tribunicienne, chez le politologue Georges Lavaux. Qu'est-ce que c'était? C'est une capacité, malgré tout, à attirer tout un tas de personnes qui n'étaient peut-être pas intéressées au premier plan par la politique, mais qui y viennent aussi par ce goût du clash. Donc, en gros, l'idée est que le débat politique quitte certaines enceintes pour en prendre d'autres, mais sous des formes beaucoup plus radicales. Ouais. Vous êtes d'accord pour dire à Amel Guitton qu'il n'a pas lui-même d'ambition politique, Elon Musk? J'ai pas l'impression qu'il en est au sens de devenir un acteur politique traditionnel. Sur la question de l'influence, c'est tout autre chose. Sur la question effectivement de son, on pourrait dire presque un projet politico-idéologique, ça c'est encore effectivement... Il ne veut pas devenir président des États-Unis. On le sent pas tellement, en tout cas, dans cette optique-là. Mais pour moi, la question aussi vraiment, c'est pour ça que j'évoquais la possibilité qu'à un moment donné, la machine se grippe, c'est combien de temps Twitter
peut tenir, par exemple, s'il décide de véritablement rendre le service intégralement payant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fuite d'utilisateurs. Combien d'utilisateurs vont-ils être payants ? Il y en a combien aujourd'hui d'ailleurs ? C'est pas une colle, j'ai pas le chiffre. Autour de 300 millions. 300 millions. Voilà, donc que devient la plateforme s'il n'y a plus cette chambre d'écho mondiale ? Pour le coup, c'est une vraie question, et je pense que c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs d'autres acteurs se positionner, notamment le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a lancé un autre réseau social qui s'appelle Blue Sky, Meta, donc Facebook, qui a lancé Threads, qui est là aussi quelque chose qui est un peu sur le modèle de Twitter, comme si d'une certaine manière tous ces acteurs se disaient il y a peut-être un moment où il faudra un équivalent de Twitter pour remplacer quelque chose qui sera en train de s'effondrer. Ça c'est effectivement une vraie inconnue, et c'est là-dessus qu'il est d'ailleurs assez difficile parfois de lire véritablement sa stratégie. Les relations entre Elon Musk et Donald Trump, puisqu'on dit est-ce qu'il roule pour Donald Trump, ils se côtoient, ils s'estiment mutuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Olivier Lascar ? Alors, ils se sont côtoyés. C'est-à-dire que dans le passé, et du fait même de ses activités, et au premier chef dans l'espace, SpaceX ne serait pas SpaceX s'il n'avait pas bénéficié largement de l'argent public de la NASA. Bien sûr. Donc on l'a vu aux côtés de tous les présidents ou toutes les personnalités importantes politiques qui ont dirigé les États-Unis depuis 20 ans. On l'a vu aux côtés d'Obama, on l'a vu aux côtés d'Hillary Clinton. Et quand Trump a été président de la République, on l'a vu aux côtés de Trump, parce que c'est à ce moment-là que SpaceX a, pour la première fois, envoyé, justement, comme je le disais tout à l'heure, des gens vers l'ISS. Des astronautes vers l'ISS, il n'y avait plus que les Soyouz qui faisaient ça. Oui, ça faisait des décennies, je ne me trompe pas, que les Américains n'avaient pas envoyé eux-mêmes des astronautes. Oui, donc évidemment, du point de vue du symbole, du point de vue de l'honneur retrouvé, il marquait des points terribles. Et à ce moment-là, Trump, président de la République, dit aussi « je veux être le président » dans un second mandat qui finalement n'a pas eu lieu puisque Biden a été élu, mais je vais être le président du retour des astronautes sur la Lune. Donc les deux agendas se sont parfaitement correspondu. C'est pour ça qu'on les a vus marcher main dans la main à un moment donné. Et si aujourd'hui Musk est davantage du côté d'un Trump que d'un Biden, c'est parce qu'en gros, il sent que Trump est suffisamment fou pour aller à marche forcée vers Mars, ce que feront pas les autres. C'est plus un calcul de cet ordre-là qu'un calcul réellement idéologique. Alors, je veux dire, Elon Musk n'est pas un fasciste, ou à mon sens, c'est pas du tout ça. Il va vers ceux qui le servent le mieux possible. Bien compris. Alors justement, sur cette conquête spatiale, quelques images. Dernier décollage de SpaceX, 26 août dernier. Enfin, dernier décollage avec des humains justement à bord. La NASA et SpaceX, 4 astronautes vers la Station spatiale internationale à bord de cette capsule Dragon. Et on va écouter Benji Reed, qui est le directeur principal du programme de vol habité chez SpaceX. C'est un aspect merveilleux de ce que nous espérons faire en tant qu'entreprise. SpaceX et tous nos partenariats, à savoir rendre la vie multiplanétaire. Cela signifie qu'il faut prendre toute l'humanité et toute la vie humaine et nous aider à atteindre les étoiles et à aller dans des endroits différents. Chaque fois que nous avons l'occasion de faire voler des astronautes vers la Station spatiale internationale, c'est un pas de plus vers cet objectif. Amel Guiton, c'est peut-être un côté gagnant-gagnant, parce qu'il y a une concurrence internationale sur l'espace qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a... peut-être qu'elle ne l'a jamais été d'ailleurs, avec beaucoup de nouveaux États qui tentent de s'y mettre. Est-ce que Elon Musk conforte la puissance spatiale américaine? Oui, bien sûr. Et il ne faut pas oublier, parce que quand même, ça fait aussi partie du personnage. Pour moi, il y a quand même un coup de génie. Je ne suis pas une hyper spécialiste de l'espace, mais on m'a expliqué qu'il arrive... il n'est pas tellement pris au sérieux, et notamment parce qu'il a ce projet de réutiliser les fusées. Voilà. Et qu'à l'époque, tout le monde lui dit « ça ne marchera jamais ». Faire revenir les lanceurs pour pouvoir les réutiliser. Sauf qu'il sait s'entourer, il y arrive. Et à partir du moment où il y arrive, il a 10 ans d'avance sur tout le monde. Donc effectivement, à ce moment-là, il devient un interlocuteur naturel des pouvoirs publics américains, que ce soit de l'agence spatiale, évidemment, la NASA, du Pentagone, et il conforte effectivement
effectivement cette prééminence américaine. Il faut savoir que, j'avais regardé les chiffres, mais sur 2022, il y a eu 180 lancements orbitaux, dont 76 américains, 61 de SpaceX. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un acteur ultra dominant. Il ne serait pas là où il en est s'il n'avait pas eu, effectivement, cette intuition qui pouvait arriver à faire un truc que personne n'avait jamais fait. Il n'y serait pas arrivé non plus s'il n'y avait pas cette symbiose avec les pouvoirs publics, avec le Pentagone notamment. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la Silicon Valley, cette symbiose entre le public et le privé, qui est aussi très, très particulière aux États-Unis. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est aussi une symbiose qui fait que les États-Unis ont une prééminence dans l'espace. Enfin, pour le coup, ils sont, je pense que plus de la moitié des objets spatiaux, au moins, sont les leurs. Mais avec, effectivement, cette particularité que c'est aussi quelqu'un d'assez difficile, d'assez imprévisible, et qui parfois est manifestement encombrant. Et avec quand même cette dimension, on l'a bien compris, c'est la NASA et SpaceX. C'est donc l'argent public américain qui finance les vols privés de SpaceX. Ça le rend peut-être aussi un peu redevable vis-à-vis de l'État américain. Vous voyez ce que je veux dire dans son rôle géopolitique et dans son influence. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il nous reste très peu de temps, malheureusement. S'il faut le dire très rapidement, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, alors que les Européens ont essayé de se désengager, en tout cas en se disant que on est contre les subventions publiques, Elon Musk a fait le choix complètement contraire, en fait. Et donc l'accusation de protectionnisme des Européens que nous font souvent les Américains est absolument faux. Là-dessus, oui, ça le rend en quelque sorte tributaire des contrats qu'il a pu signer. Mais imagine-t-on une administration américaine dénoncer le contrat, ça aurait un certain nombre de difficultés pour des contrats d'armement qui sont en général plus longs que les mandats des présidents américains. Olivier Lascar, 30 secondes. Il rêve vraiment d'installer une colonie humaine sur Mars? Je crois complètement, depuis toujours. Oui. C'est son obsession. Il pense que c'est l'avenir de l'humanité. Il essaie d'habiller ça de différents discours qui sont souvent pas pertinents. Par exemple, il est complètement à côté de la plaque quand il dit il faut aller sur Mars parce que on a tellement ratiboisé la Terre qu'elle pourra plus nous servir. C'est inaudible aujourd'hui. À d'autres moments, il va flatter l'aventure humaine, etc. Bon, mais oui, son obsession, c'est Mars. Et tout ce qu'il fait doit être lu à l'aune de cette obsession martienne, à mon avis. Compris. Et c'est à retrouver dans votre livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, publié aux éditions Alizio. Et puis, vous publiez également Abyss, l'ultime frontière, chez le même éditeur. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant, la tête dans les étoiles et malheureusement aussi au cœur du conflit en Ukraine. Je vous dis à lundi. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Demain dans la matinale, Lauriane Mancini reçoit un collègue, un journaliste, François-Xavier Ménage, grand reporter, auteur de ce livre Ça craque, une plongée dans la France qui galère. Belle soirée à toutes et à tous.